Ouais, il y a de la concurrence. Voilà, bienvenue en Malaisie. Je trouve quand même étonnant que l'un des sites incontournables à visiter dès qu'on arrive à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie, c'est le plus haut lieu de pèlerinage hindou hors de l'Inde, dans un pays majoritairement musulman, où l'islam est religion d'État. Et ça, c'est représentatif de la Malaisie, en fait. C'est tout le monde cohabite et tu as accès aux 3 religions. Avec beaucoup de tolérance. Les 3 cultures s'imbriquent les unes dans les autres sans et aucun problème. Les 3 cultures, c'est culture musulmane, hindoue, chrétienne. Voilà, exactement. C'est ça le principe de Batu Caves, gravir les 272 marches ouais, qui mènent alors au temple. Il y a débat, 272, 274, mais enfin bon, 2 marches, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est certain Antoine, je dirais que 2 marches ne font pas la différence après 12 heures de vol et 6 heures de décalage horaire. Bienvenue en Malaisie, et t'as oublié les 30 degrés à l'ombre. Et 70% d'humidité, comme ça, tous les chiffres sont posés. 126, 128, 129, 130. Tout le monde fait ça. Tu es là depuis combien de temps, toi, Antoine? Moi, ça fait 21 ans que je suis là. Ah, c'est une vie déjà. Ouais. Et pas vraiment l'intention de quitter le pays? Non, non. T'es arrivé comment? Je suis arrivé pour le boulot. J'étais journaliste à l'époque et je travaillais pour un journal basé à New York. Ok. Qui m'a transféré en Malaisie. Et ça devait être pour 3 mois. Et ça fait 20 ans? Ça fait 20 ans. 271, 272. Bravo. Moi, je suis là parce que je viens découvrir à la fois la diversité géographique de la Malaisie et sa diversité culturelle. On dirait presque que ça va ensemble. Donc, je vais voyager depuis la capitale, Kuala Lumpur, depuis la ville jusqu'à la côte est, jusqu'à la mer de Chine, pour découvrir les fonds marins, en passant par la forêt, une jungle plus ancienne que la jungle amazonienne. C'est quelque chose de fabuleux. Les gens ne se rendent pas compte de la biodiversité, mais aussi du gigantisme de cette jungle. C'est hallucinant. Je suis toujours impressionnée par la capacité des croyants à ériger des temples dans des endroits improbables, sur des pitons, dans des grottes. C'est là où ils suivent l'esprit, en fait. C'est tellement monumental qu'effectivement, tu peux y trouver quelque chose de très spirituel. Moi, j'ai aucun doute que ça va être un très, très beau voyage. Ah ouais. Sabine Quindou nous invite en Malaisie. Mais quel drôle de pays! Et se laisse porter par l'énergie qu'elle dégage. Vous avez 80 ans. Oui, et j'aime la vie. Au départ, j'ai choisi le Silat parce que je cherchais mon identité. Le Silat nous apprend à ne pas avoir peur. Ça nous apprend aussi à ne pas nous laisser marcher dessus. Un pays en pleine transition. Nos efforts comptent vraiment, parce que l'artisanat fait partie de notre culture. Mais avant, c'était surtout les hommes qui étaient mis en avant. C'est elle le boss. Moi, je suis l'assistant. Une destination en pleine mutation. La jeunesse d'aujourd'hui cherche de nouvelles façons de vivre. Pêcheurs, ça ne les intéresse pas trop. Les jeunes ont pris un autre chemin. Ils travaillent dans le tourisme. Ici, un seul mot d'ordre. Il nous a fallu 3 mois pour tout installer et mettre les coraux dessus. Aujourd'hui, on fait le nettoyage, on les mesure. C'est beaucoup de travail. La reconnexion avec la nature. Aujourd'hui, la jungle couvre 10% de la Malaisie, mais quelques dizaines d'années en arrière, elle couvrait 70% du territoire. Si on vit dans la forêt, c'est parce qu'on ne veut pas abandonner nos traditions. La façon de vivre de nos ancêtres, de nos grands-parents, on ne veut pas oublier ça. Bien joué, les gars. Bravo les amis.
À Kuala Lumpur, quand vous demandez un conseil pour aller vous promener, on ne vous donne pas un plan de bus, mais on vous met un parapluie dans une main pour vous protéger du soleil et un ventilateur de poche dans l'autre. Dommage que j'ai pas une troisième main pour le brumisateur. À la malaisienne, hein. En plus, je suis bien équipée, regarde. Tu vois, c'est un petit coup de frais. Pas de frais, c'est beaucoup dire. Hein. Ouais. Regarde, ça fait bien. Hein, c'est bien. Hein. Ah ouais. Donc pour te rejoindre, je suis passée à travers Little India, le quartier indien, et me voilà en plein Chinatown. Là, tu es dans le cœur de Chinatown. Tu es dans la rue Petaling Street. C'est la rue des vrais faux ou des faux vrais. La rue des contrefaçons. La rue des contrefaçons, okay. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de vrai ici, sauf l'ambiance, en fait. Donc la communauté chinoise en Malaisie, elle est super importante. Donc en fait, en Malaisie, il y a les Malaisiens. C'est tous les gens qui habitent en Malaisie. Voilà, c'est la population malaisienne. Okay. Au sein de la population malaisienne, tu as entre 60 et 65% de Malais, donc 100% musulmans. Tu as à peu près 20-25% de Chinois, prédominance bouddhiste, avec une grosse communauté chrétienne. Okay. Et puis tu as 10% d'Indiens, majoritairement hindouistes, mais aussi avec un petit peu de chrétiens aussi. Il ne faut pas oublier aussi les indigènes, donc que tu vas aller voir à Taman Negara. Okay, les vrais natifs du pays. Alors, il y a une chose en Malaisie qu'il faut que tu essayes. Et là, tu sens. Le durian. Ouais. Ah non, tu peux pas faire ça. C'est obligé. Cette odeur nauséabonde, il faut le dire. Ah, ça dépend. Moi, je la trouve suave, sucrée. Ah bon? Ah ouais. Oh, le fruit qui pue le plus au monde. C'est le roi des fruits. Ah bon, les gens adorent ça? Ah ouais, ils en sont fous. Bon, bah écoute, puisque je vais arriver, je vais passer à l'initiation. Ah ouais, c'est l'accessoire obligatoire. Sinon, ça te poursuit toute la journée. C'est quand même le seul fruit que tu es obligé de manger avec des gants en plastique. Ah ouais. Oh! Faut vraiment oublier l'odeur, quoi. Mais t'as bien réagi. Moi, j'ai vu des gens vomir. Ah, c'est une vraie initiation, là, alors. Là, tu peux vraiment dire que t'es en Malaisie, là. Ok. Ah bah, je suis fière de moi, alors. J'en ai mangé un bout, bienvenue en Malaisie. Tiens, tu veux finir? Merci. Toi, t'aimes vraiment ça pour de vrai? Ah ouais, t'aimes vraiment ça pour de vrai. De l'indépendance. Voilà, Dataran Merdeka. Là, on a. C'était quoi le palais de justice? C'est l'ancien palais de justice, oui. Une architecture incroyable. Et bien sûr, dominant toute la ville. On la voyait depuis Chinatown, c'est toujours la même. Superbe tour que tu adores. Le second plus grand building au monde, après le Burj Khalifa à Dubaï. Wow. On en est très très fiers. Et là, derrière toi, on a ce monument, ce bâtiment qui nous dit qu'il y a eu une présence européenne dans le pays. Ah oui, c'est le Royal Selangor Club. Ça a été fondé au milieu des années 1800 par les Anglais, par les planteurs en fait. Les planteurs de caoutchouc, des VA? Ouais, des VA. Et ils se réunissaient tous les week-ends pour jouer au cricket et au rugby. On est sur l'ancien terrain de cricket. Là. Ah ok. Voilà. D'accord. Et l'indépendance, elle est décrétée en quelle année? 1957. D'accord, donc c'est un pays relativement jeune, la Malaisie. Ouais. C'est l'héritage anglais, Parlement, Premier ministre et roi. Ouais. Le seul différence qu'on a, c'est qu'ici, le roi change tous les 5 ans. Mais quel drôle de pays!
très arpenté par les visiteurs de Kuala Lumpur. Oui, on va dire c'est le plus authentique des endroits touristiques. C'est sur Jalan Alor. Jalan Alor. Alors. Et en fait, c'est un concentré de la cuisine malaisienne. Tu peux trouver, là, tu vas trouver tout ce que tu veux. Tu peux trouver du malais, du chinois, de l'indien. Toute la diversité culturelle du pays, elle est aussi dans cette rue. Elle est là. Au niveau gustatif. Gustatif, voilà, okay. Exactement. Et c'est un super bon endroit pour que tu me parles de ta reconversion. Oui. Non, parce que tu m'as l'air un peu gourmand quand même, je peux comprendre. Un petit peu. Donc tu n'es plus journaliste aujourd'hui. Tu es chef. Je suis chef, effectivement. Je me spécialise donc sur la cuisine familiale française. Ouais, cuisine française, mais j'imagine métissée aujourd'hui. Ouais, maintenant, oui. Sur les conseils de ton épouse? Sur les critiques de mon épouse. Faut innover. Ouais. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Je te vois avec le sourire jusque-là. Là, c'est le bonheur intégral, la passion. Ah oui, complètement. Tu veux goûter un petit peu, t'en veux? Bien, s'il te plaît. J'aime bien comme ça, le repas. Dans cette société multiculturelle, les 30 millions de Malaisiens peuvent manger indien dans un mamak, chinois dans un kopitiam, ou même portugais, comme ici chez Brandon. Hi guys. Hi, nice to meet you. I'm Brandon. Bonjour, ravi de vous rencontrer, je suis Brandon. Merci d'être venu. C'est votre première fois ici? Have you been to Malacca before? À sa table, Brandon célèbre la culture de sa communauté, les Kristang, un terme dérivé du mot anglais Christians. Il s'agit d'une population chrétienne issue de la colonisation portugaise. Ils sont établis dans la ville portuaire de Malacca, où demeure l'ancien comptoir portugais, un petit quartier où l'influence lusophone est encore évidente. Quand les Portugais sont arrivés et se sont mélangés aux populations locales autrefois, ils ont créé notre communauté Kristang. Nous avons une culture bien à part, tout à fait unique. On ne la trouve pas ailleurs en Malaisie. Régulièrement, Brandon se ressource dans la maison familiale avec sa maman et sa grand-mère, Dorothy. Nous avons beaucoup de poissons parce que nous vivons près de la mer et il y a encore des pêcheurs dans le village. On a des produits de la mer chaque jour. Il y a des ressemblances avec la cuisine malaise, mais c'est en même temps très différent. Une cuisine spécifique et une langue à part, un créole portugais. De nos jours, les plus jeunes ne parlent plus la langue maternelle. Cette langue que ma mère parle, nous avons tendance à la perdre. Même moi, je ne la parle pas vraiment. À la maison, avec ma mère, nous parlons anglais. Certains membres de la communauté luttent pour préserver des éléments de cette culture, et en particulier la langue. C'est le cas de Martin, l'oncle de Brandon. Salut. Du moment que tu peux parler, c'est pas grave si ton créole est un peu rouillé. Commence par les bases. Mange, bois, le piment, le riz. Clairement, la langue est le lien le plus fort que nous avons avec le Portugal. C'est une langue autochtone et il nous faut vraiment la promouvoir. Et pour cela, je dis toujours aux jeunes qui veulent apprendre la langue de passer par la musique. C'est plus attractif, c'est marrant et c'est probablement la manière la plus facile d'apprendre. Je suis sûr que notre genre de musique a aussi été apporté par les Portugais. Là-bas, on appelle ça le fado. Ici, on l'appelle lagu, lagunasip. C'est généralement mélancolique et triste. Ce sont des chansons sur les hauts et sur les bas de la vie, influencées par notre vie locale.
Tabri et Norani sont malais, la communauté la plus importante du pays. Ils représentent plus de la moitié de la population. Le peuple de Malaisie est composé de diverses ethnies, et c'est ce qui la rend unique. Nous pouvons vivre ensemble sans ressentiment entre les différentes communautés. Cette diversité se voit surtout à des moments comme celui-ci, où les Chinois et les Indiens viennent aussi faire leurs achats dans nos quartiers. Aujourd'hui, c'est l'Aïd al-Fitir, la fin du Ramadan, jour de fête pour les musulmans du monde entier et semaine de vacances pour toute la Malaisie. Chacun vient au marché pour la préparation des festivités. Le couple vit dans la maison familiale, une bâtisse sur pilotis typique de la culture malaise. Dans le passé, mon père m'a demandé de ne jamais la descendre. Il disait de la laisser sur pilotis. Nous avons simplement suivi ses conseils. C'était son souhait. Pour cette fin de Ramadan, toutes les femmes du village se rassemblent pour cuisiner les plats de la fête. Et parmi elles, toutes ne sont pas d'origine malaise. Comme notre ami ici, sa famille est véritablement chinoise. Pas une personne chinoise convertie à l'islam. Ils sont vraiment chinois. Donc nous y sommes vraiment habitués. Pour moi, il n'y a pas de problème avec les différences raciales. S'il y a de grands événements dans le village, ils viennent aussi. On fait la fête ensemble. Et c'est pareil quand il y a leurs propres événements. Pour ces festivités, tous les jeunes sont de retour au village. Ils sont chargés d'illuminer les lieux. Pour les musulmans, ces fêtes de Hari Raya offrent une ambiance à part. Ces lanternes marquent la période du Ramadan et sa fin avec l'arrivée de l'Aïd dans ce mois très sacré. C'est réconfortant pour ceux qui sont loin de chez eux et ça apporte une harmonie au village le matin du dernier jour du Ramadan. Les lumières brillent, le jeûne est rompu et le ciel s'anime. Chaque maison tire son feu d'artifice. Un ciel de toutes les couleurs, au-dessus d'une société multiculturelle. Donc là, en fait, on va à Jandabaik. C'est un tout petit village perdu dans les montagnes et dans la jungle. On perd une quinzaine de degrés. Quelle bonne nouvelle! Par rapport à Kuala Lumpur. Et c'est de l'air frais et pur. La route est magnifique. Hein. Ouais, superbe. Pleine jungle. Ouais. Donc c'est aujourd'hui que tu cuisines pour moi. Ouais. Pression. La pression est montée d'un coup. Et du champ à l'assiette, on va chercher les produits frais à la source. Voilà, à la exactement. ferme. On va donc à Little Farm on the Hill, la petite ferme dans la colline, qui est tenue par un couple dont le mari s'appelle Pete Teo. Et en Malaisie, Pete, c'est un peu une légende. C'est un acteur, c'est un musicien. Il a fait pas mal de films à Hong Kong, d'albums de musique. Et puis il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans cette petite ferme. Ces fleurs d'hibiscus sont bien fines. Oui, elles ne sont pas spongieuses. Non, très charnues. Et voilà les créateurs. Bonjour. Je m'appelle Sabine. Merci pour votre accueil. Ravi de te rencontrer. Bonjour Sabine. Merci, bonjour. Est-ce que je peux réserver une table? Je suis venue avec mon chef. Oui, bien sûr. C'est un endroit exceptionnel ici. Bienvenue à la ferme. Mais on m'a dit que vous choisissiez vos clients. Oui, nous travaillons principalement en étroite collaboration avec des chefs, des cuisiniers qui ont la même philosophie que nous, qui veulent avoir des légumes frais et des produits bio. Notre philosophie est surtout axée sur la durabilité. L'agriculture biologique doit être durable. Nous sommes dans la forêt, donc ce que nous faisons ici, c'est essentiellement de l'agriculture régénératrice. Nous prenons soin du sol et nous nous assurons qu'il est sain. Puis bien sûr, nous cultivons de délicieux légumes pour les chefs. Moi, ce que j'aime beaucoup avec eux aussi, c'est qu'ils nous disent cette semaine, on a ça,
on a ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc c'est aussi toute une gymnastique pour le chef, pour la cuisine, de s'adapter à ce qu'ils produisent. Donc et c'est le chef qui adapte ses recettes et non l'inverse. Voilà. Donc tout est question de création et d'inventivité. C'est très important. On cultive beaucoup de choses. Des concombres ici, des haricots plus haut. Et toutes les fleurs sont comestibles. On a entre 35 et 40 cultures différentes ici. Ah oui. C'est beaucoup. Sabine, on a l'impression que c'est une mauvaise herbe. Hein. Bah là, oui. Bah, tu vas voir. Écoute. Je mange? Ah ouais. Je mange ça? Ah ouais. Qui vient du caillou, là? Ouais. C'est quoi? Nice. Yeah. Ouh! Nice. Surprise. Ça se révèle pas tout de suite? Non. Et d'un seul coup, touc, il y a un petit pou dans la bouche. C'est une plante locale ici. Ah ouais? Ça rappelle un petit peu l'oseille. Ça rappelle l'oseille et puis aussi. Oui, et puis un petit quelque chose du cassis aussi. Ouais. Moi, je fais beaucoup d'huile avec ça. On les mixe et on rajoute de l'huile d'olive ou de l'huile neutre, généralement. Et tu fais des huiles donc, qui sont en accompagnement d'un plat. On va se retourner, puis on va les prendre, on va les cueillir de la coriandre. Ah bah ça va, elle est pas bien loin. Elle est pas bien loin, non. Et là, tu vois, on a accès à la fleur de coriandre qu'on trouve jamais dans le commerce. Donc ça, tu en prends? Oui, ça, on va en prendre, on en a besoin. Parfait. Des haricots verts? Le sol naturel ici est argileux. Donc depuis plus de 10 ans, on génère beaucoup de compost sur cette ferme. Et on le met dans la terre. Donc au fil du temps, nous avons réellement changé le sol ici. Incroyable. Vous êtes acteur, chanteur, vous avez voyagé dans le monde entier, de ville en ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pour que vous arriviez ici, pour que vous deveniez fermier? Une partie de notre réflexion, ma femme et moi, était qu'on était peut-être arrivé à la dernière étape de notre vie. J'avais une société de production de films et Lisa était architecte. Et quand vous atteignez un certain stade, vous voulez juste faire quelque chose que vous ne connaissez pas. Une nouvelle aventure. Lorsqu'on a créé cette ferme, nous étions ensemble depuis près de 20 ans. Et pendant toutes ces années, nous n'avions même pas de plantes dans notre appartement. C'était vraiment un challenge? Oui, je pense que la vie urbaine nous fait parfois perdre le contact avec les autres. Vous perdez le contact avec ce qui est important, comme le sol. Sans sol sain, il n'y a pas de vie sur Terre. Respecter le sol, c'est respecter la vie? Je pense oui. C'est sûrement la chose la plus étrange que nous ayons faite, mais c'est aussi la meilleure. Je peux t'aider? Ça a l'air super. Oh, quelle jolie salle. Alors? C'est joli. C'est donc le Sarawak Laksa. C'est beau. Merci. Jolie couleur. Donc vous êtes OK avec le plat? Vos produits sont bien utilisés? C'est très bien. C'est du laksa. En Malaisie, il existe de nombreuses variantes de cette recette. Chaque région a sa propre version. Celle-ci vient du Sarawak, de l'autre côté de la mer de Chine méridionale, à l'est de la Malaisie. C'est mon laksa préféré. Ah. Ouf. C'est de l'œuf qu'il y a par-dessus? Ah oui, c'est une omelette. La soupe, elle est faite à partir de crevettes fermentées. Et voilà. Bon. Oh. Et je l'ai fait pas trop épicé. C'est très bon. Mais c'est la coriandre là ou t'as mis d'autres épices dedans? Que la coriandre. C'est que la coriandre qui a ce goût-là? Mais j'ai jamais mangé une coriandre aussi puissante. Elle te prend le palais, le nez. Elle est superbe cette coriandre. C'est super bon.
Merci Antoine pour ton accueil. Ça fait un beau début de voyage. C'était un plaisir. Et merci beaucoup Pete et Lisa. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Cheers to you. Cheers. Santé. Maintenant, je peux dire, je suis en Malaisie. À l'est de la Malaisie, sur les îles Perhentians, trône la mosquée flottante du seul village de l'archipel. Ici, on vit essentiellement de la mer, comme dans la famille de Poyer. Son père est pêcheur, comme son père avant lui. Mais les nouvelles générations suivent une autre voie. Personne ne vivait ici avant. D'après mon grand-père, cet endroit s'appelait Pulau Pasir Hantu, l'île aux sables fantômes. Depuis ma naissance, tout ce que je connais, c'est la mer. Tu regardes de l'autre côté, c'est l'agriculture. La jeunesse d'aujourd'hui cherche de nouvelles façons de vivre. Les jeunes ont pris un autre chemin, ils travaillent dans le tourisme. C'est un peu comme mon héros. Il a vraiment bossé dur pour nous. On ne vient pas d'une famille riche, mais lui, il s'est donné à fond, plus que les autres. Il nous a tellement aidés, j'ai marché dans ses pas. Et quand je vois tout ce qu'il fait, il travaille vraiment dur, juste pour qu'on puisse s'en sortir. Poyer ne pêche pas, mais il a tout de même suivi l'exemple paternel. Il a acheté son bateau très tôt. Ici, c'est le moyen de transport principal, mais aussi un bon gagne-pain. Grâce à son embarcation, il a pu commencer une activité de taxi-boat. J'ai commencé à bosser à 16 ans parce que je n'ai pas fini l'école. J'ai travaillé pour quelqu'un d'autre pendant près de 10 ans. Ensuite, j'ai continué à aider dans le business familial. C'est grâce à tous ces petits boulots que j'ai enfin pu m'acheter mon propre bateau. Taxi-boat, une chambre d'hôte familiale, Poquier s'active. Il est aussi, et bien sûr, guide touristique. Il offre ses services à d'autres, comme Ibtissem. Cette jeune Française vient de créer sa petite agence sur les îles. On aura quelques clients aujourd'hui. Il faut un petit tour et ensuite retour sur Long Beach. Ok. Ça va? Ça va et toi? Vas-y, allez. Coucou, ça va? Salut. Salut. Je suis venue par hasard, je suis tombée amoureuse de l'île et je suis jamais repartie. J'ai remarqué qu'il y avait une affluence de Français qui venaient sur l'île et c'est assez compliqué de la rejoindre. Donc depuis Kuala Lumpur, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui prennent le mauvais aéroport. C'est compliqué de booker aussi des logements sur l'île. Donc je me suis dit, je vais allier l'utile à l'agréable et je vais ouvrir mon agence. Aujourd'hui, on va visiter les tortues au Turtle Point. Puis elles sont protégées, il ne faut pas les toucher, il faut les laisser naturellement remonter à la surface. Ensuite, on va aller voir les requins. Alors ne vous inquiétez pas, les requins ne sont pas dangereux du tout. C'est des requins à pointe noire, ils ne sont pas attirés par le sang. Et allez-y, let's go. Hein. Super, c'est dingue, hein. Mais franchement je m'attendais pas qu'ils soient aussi gros. Les grands en général c'est les mamans. Mais vers juin, juillet, elles sont enceintes et du coup elles vont beaucoup plus loin. Ok, bah donc il y en a beaucoup moins, je trouverai plus les bébés qui vont rester là. Je ne sais pas parler le Kelantan, le malais d'ici. Et celui de Kuala Lumpur? Oui, je parle le malais de Kuala Lumpur. Et tu comprends? Oui, je comprends, je te jure. Ibtissem s'est intégrée très vite à la vie de l'île. Elle travaille au quotidien avec Poyer. Avec les locaux, c'est vraiment familial. C'est-à-dire que tu es invité dans leur maison, tu connais toute leur famille. La journée, c'est vraiment client. Tout le monde travaille de son côté. Et puis le soir, on se rejoint tous, on mange ensemble. Parmi les habitants de l'île, certains œuvrent déjà à réduire les conséquences de l'activité touristique. Ok, bonjour les gars. Nous allons faire un nettoyage sous-marin aujourd'hui. Merci d'être volontaire. On va aller sur Romantic Beach sur la côte nord.
Les principaux déchets que nous trouvons sous l'eau sont les bouteilles en plastique et en deuxième, les filets de pêche abandonnés. Quand j'ai débuté ma carrière de plongeuse, j'ai voulu avoir mon propre centre de plongée avec une équipe impliquée au maximum pour préserver l'océan. 1, 2, 3, c'est parti! Sharifa a créé son centre Sea Voice Diver avec son mari natif des Perhentians. Leurs opérations de nettoyage remontent environ 500 kg de déchets par an. Généralement, après la mousson, il y a beaucoup de déchets marins qui arrivent à cause des vagues. La plupart des détritus proviennent du monde entier, transportés par les courants. Ils sont au final piégés autour des îles. Beaucoup des débris finissent par ressembler aux coraux, aux rochers, et parfois des animaux marins en font leur habitat. Donc, on doit vérifier si on ne dérange pas la faune en les enlevant. Il faut 1 seconde pour jeter un déchet à l'océan, mais une éternité pour le nettoyer. Bien joué, les gars! Bravo, les amis! Le tourisme peut être un problème pour ces îles, surtout si son développement n'est pas contrôlé. L'océan a besoin d'une voix pour être entendu et c'est ainsi que nous avons choisi le nom les porte-paroles de la mer, pour être la voix de la mer. Et je veux continuer à faire tout cela pour un tourisme durable au bénéfice des futures générations. À la nuit tombée, Oye débute son dernier travail de la journée. Oyez, oyez, amis les Perhentians, prêts pour le spectacle de feu ce soir? Quelles que soient leurs activités, les habitants des Perhentians sont les gardiens de leur petit paradis, un archipel à l'écosystème fragile. Là, ici, on est vraiment au cœur de la Malaisie, dans la forêt. Et pour atteindre le Taman Negara, la partie protégée du parc, il n'y a pas d'autre chemin que traverser le lac Kenir. Oui, le lac artificiel Kenir s'étend sur environ 38 000 hectares. En raison de son immensité, il est essentiel de bien connaître notre itinéraire. On doit s'appuyer sur les arbres et d'autres repères naturels pour nous orienter et mémoriser le chemin. Le lac est également parsemé de nombreuses baies, ce qui peut compliquer l'orientation. Sans repères clairs, il est très facile de s'y perdre. Quand j'ai préparé mon voyage en Malaisie et que j'ai découvert vos photos sur Instagram, je me suis tout de suite dit, c'est ce monsieur que je dois rencontrer pour découvrir le Taman Negara. J'ai visité cet endroit pour la première fois en 2005, dans le but de prendre des photographies. Depuis, je suis revenu de nombreuses fois, chaque visite me permettant d'explorer de nouveaux lieux et de passer du temps avec le peuple autochtone, les Orang Asli. D'ailleurs, Sabine, demain, on ira les rencontrer pour que tu découvres leur mode de vie. Merci pour le voyage. Sabine, je te propose de poser tes affaires dans le chalet juste là. Ok, merci. Spartiate.
Un petit pont. Dôme, s'il y a des petits ponts ici, et si le trajet est aménagé, c'est parce que cette partie du parc national est accessible aux touristes et aux visiteurs. Oui, cette zone s'appelle le Trek Melunak et elle est ouverte au public. La jungle a plus de 130 millions d'années. Elle est bien plus vieille que la forêt amazonienne. C'est un endroit idéal pour les visiteurs pour découvrir la faune et la flore locale. C'est comme une boîte de Pandore. Aujourd'hui, la jungle couvre 10% de la Malaisie, mais quelques dizaines d'années en arrière, elle couvrait 70% du territoire. Le problème, c'est la déforestation pour faire de l'huile de palme. Est-ce que les Malaisiens ont conscience de la beauté, de la richesse de leur forêt et de l'importance de la préserver aujourd'hui ? Le gouvernement se soucie de plus en plus de la conservation. Cette zone continue de s'étendre pour créer un espace protégé contre l'exploitation forestière ou l'expansion des plantations. J'ai un copain. Non, c'est pas un copain en fait, il est toxique, faut pas le toucher, mais il est gigantesque. À 1000 pattes géants. Incroyable. Il est long comme ma main. Sabine, maintenant je vais t'emmener dans un endroit plus sauvage que celui où nous étions. Un endroit où tu es le seul à aller pour dégoter des petits trésors. Ok. Des excréments d'éléphants. Ça ? Oui, il y a beaucoup d'éléphants ici. Ils ont leur chemin, leur routine. Si on croise des éléphants, quelle attitude on doit adopter ? En général, il vaut mieux ne pas les provoquer et fuir la situation. Sabine, c'est un arbre orchidée vanille. Vanille ? Oui. Là, c'est la fleur. Elle s'épanouit facilement. Dôme, tu es explorateur et photographe. Depuis 25 ans, tu viens dans ce coin de la jungle. Pourquoi ? C'est quoi ta mission ? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif ? Une de mes missions est de répertorier les plantes et de comprendre le mode de vie des orangs asli autour du lac. Une mission importante, hein ? Oui, c'est très important pour moi. Car je veux que les gens découvrent la richesse de la vie végétale et du patrimoine vivant qui existe dans cette région. Voici le Meng Quang. Les orangs asli tressent généralement ces feuilles très solides pour fabriquer des nattes, des paniers, des sacs et de nombreux autres objets. Ah bah oui, je comprends, vu la résistance de la feuille, on dirait du plastique. Oh waouh! Qu'est-ce que c'est que cet arbre préhistorique? Wow. Je peux toucher? Oui, oui, c'est bon. Ah, ça pique, hein. Ça pique fort. Ici, on l'appelle l'arbre aux griffes de chat. Il ressemble à la colonne vertébrale d'un dinosaure. C'est rare d'en trouver un aussi grand. Je n'ai jamais vu d'arbre qui zigzague autant dans la forêt. Extraordinaire. En général, en grandissant, la plante suit l'arbre auquel elle s'accroche, ainsi que la direction du soleil.
Elle change donc souvent de direction lorsque l'arbre devient plus grand et bloque la lumière du soleil. C'est pour ça qu'elle virevolte. Autrefois, dans la médecine traditionnelle malaisienne, les gens utilisaient cette plante comme vermifuge naturel pour traiter les vers intestinaux. Ils la faisaient bouillir et buvaient l'eau pour tuer les vers. Ok, donc ça en fait c'est une plante médicinale. J'ai hâte de rencontrer la famille Orang Asli dont tu m'as parlé. J'ai très hâte. Ce combat aurait pu se dérouler il y a plus d'un millénaire au temps du royaume du Langkasuka. Il s'agit là d'un art martial traditionnel, le silat. L'art de l'autodéfense était utilisé par les anciens royaumes malais pour protéger leur souveraineté. Avec le temps, il s'est enrichi en savoir et en armes, comme le kris ou l'épée. Et il continue d'évoluer avec les époques jusqu'à aujourd'hui. Cet art est né de l'observation, du besoin de se défendre, mais aussi de l'étude des mouvements des animaux. Par exemple, ceux du tigre, la façon dont il attaque son ennemi ou se protège. Ce qui rend le silat unique, c'est notre philosophie de vie et nos coutumes. Un art de combat guerrier aux dimensions sacrées et spirituelles, comme en témoignent certains rituels. Les maîtres nettoient les armes. À l'époque, quand on sortait une arme, il était interdit de toucher la lame. Pourquoi? Parce qu'on empoisonnait souvent la pointe de la lame. Donc même aujourd'hui, quand on reçoit un vieux kris, il faut redoubler de prudence. Des citrons et de l'encens pour purifier les armes, mais aussi les corps. Se baigner avec du citron vert est une coutume malaisienne. Cela sert à rafraîchir notre corps. Si le citron vert peut enlever la rouille d'un kris, qu'en est-il de la saleté sur notre corps? On devrait être totalement purifié. Peut-être que certains trouveront cela étrange ou inhabituel, mais en réalité, cette pratique existe depuis les temps anciens. Comme les plus jeunes de son école, Maître Mahadi a débuté vers l'âge de 7 ans. Il enseigne depuis plus de 2 décennies. Le combattant le plus âgé du club est un homme de 65 ans. Si on remonte à l'an 2000 et avant, le silat était enseigné dans des cercles confidentiels. Mais les temps ont changé. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est devenu rapide et facile d'intéresser les gens au silat. Les jeunes ont longtemps été attirés par la boxe thaï ou le taekwondo. Mais la tendance change. Nombreux sont ceux qui se tournent vers le silat. Si je n'étais pas venu ici, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Mais maintenant, je suis quelqu'un de bien élevé et bien plus proche de Dieu. Après avoir rejoint le silat, j'ai appris comment me comporter. J'ai appris à respecter mes enseignants comme je respecte mes propres parents. Personnellement, le silat est tellement fort en moi que je ne sais pas comment l'exprimer. Mais l'aura est vraiment très puissante. À la tombée de la nuit, le cours principal commence. Près de 60 élèves de tous âges.
Parfois, des musiciens traditionnels viennent accompagner les entraînements et les combats. Le silat et les tambours vont de pair depuis longtemps. C'était une tradition de nos ancêtres. Ainsi, quand les mouvements des combattants sont lents, le tambour suit un rythme lent. Mais dès qu'il commence à engager et à attaquer, le tambour accélère le rythme. La flûte, elle, reste généralement assez constante en termes de tempo. Et le tambour le plus important, c'est celui qu'on appelle le tambour-mère. C'est lui qui mène. Au son de la flûte, les combattants enchaînent les démonstrations. Sans distinction d'âge ou de genre, ils développent cet art de l'autodéfense. Certains soirs, l'hôtel sacré accueille des cérémonies. Un moment que Mila a attendu longtemps. Aujourd'hui, elle obtient sa ceinture supérieure. Au départ, j'ai choisi le silat parce que je cherchais mon identité. Avant ça, j'étais quelqu'un qui n'osait pas affronter les autres. Le silat nous apprend à ne pas avoir peur, à avoir le courage d'affronter tous les défis d'aujourd'hui. Et il y en a pas mal. Ça nous apprend aussi à ne pas nous laisser marcher dessus. C'est ça l'essentiel. Un courage forgé notamment par cette épreuve du feu. Les jeunes combattants doivent sauter au centre du cerceau enflammé pour dépasser leur peur et gagner confiance en eux. Quand je vois les élèves passer cette épreuve comme moi auparavant, ça me procure une réelle satisfaction. La première fois que j'ai fait ça, j'avais 13 ans, pendant mon examen pour passer au niveau supérieur. Cette expérience m'a vraiment donné confiance en moi. Grâce à la popularité grandissante du silat et son aspect impressionnant, cet art martial devient aussi désormais un art du spectacle. Hello, Dom. Quelle journée merveilleuse, avec ce soleil. Je voudrais te présenter mon ami Saha. Bonjour. Enchantée. Saha, vous faites partie d'une famille Orang Asli et vous vivez dans la jungle? Oui, nous venons de la forêt et c'est ici chez nous. Aujourd'hui, nous allons récolter du latex, selon la méthode traditionnelle des peuples autochtones. C'est une sève mortelle, appelée poison du chasseur, que nous utilisons pour chasser à la sarbacane. Aujourd'hui, c'est le début de mon initiation, alors. Un bébé éléphant. Attention, il peut nous charger. Tu penses qu'il est seul? Il poursuit quelque chose. Tu dis que cet éléphant est agressif parce que tu connais cet individu en particulier ou parce qu'un éléphant seul peut être agressif? C'est la période de reproduction et ça peut rendre les mâles solitaires plus agressifs. Okay. De loin, il avait l'air petit, mais en fait, c'est un grand mâle. Saha, est-ce que l'éléphant sait qu'on est là? Oui, il le sait. Il sent notre odeur. Et grâce à ça, il sait où nous sommes. Les plus agressifs ont les yeux qui pleurent. Regarde, ses yeux pleurent. Les éléphants voient de très loin.
Oh, il nous regarde. Avant, il y en avait beaucoup dans cette forêt. Mais à cause des braconniers, leur nombre a diminué malheureusement. Ça récupère du bambou pour obtenir des récipients à l'intérieur desquels glisser le latex qu'on va récolter tout à l'heure. Je prends ceux qui sont morts. Celui-ci ne peut pas être utilisé car le bambou vivant est plus lourd et contient de l'eau qui se mélangerait avec le latex. On n'en a besoin que d'un seul. Cet arbre à latex a plus de 50 ans, c'est certain. Ok. Donc cet arbre raconte un peu de l'histoire de ta famille. Oui. Cet arbre fait partie vraiment de notre histoire. Il a été touché par des générations de mes ancêtres. D'abord par mon grand-père, puis par mon père, et maintenant par moi. Waouh! Un arbre, album de famille, extraordinaire. Bon bah au travail. En premier, il faut enlever la poussière à l'intérieur du bambou, comme ceci. Ok, beres. C'est propre. Attends, je te le tiens. Attention à ne rien toucher, c'est très dangereux. Je fais rien, je fais rien. Nous allons faire tenir la tige de bambou avec ça. Comme c'est malin. La sève est un véritable poison. Elle peut provoquer de graves irritations cutanées. Et si tu as des plaies ouvertes ou une peau sensible, la sève peut être fatale en quelques minutes. Oh, non, d'accord. Ok, je vais m'éloigner un petit peu. Ça y est? C'est bon. La fontaine est tarie? C'est fini. Ok. Nous scellons le bambou comme ceci pour que ce soit plus facile à transporter en toute sécurité. Maintenant, je peux y toucher? Oui, vas-y. J'ai un petit peu peur quand même. Hein. Salamat pagi. Bonjour. Je te présente ma mère, ma femme et mon père. Enchanté. C'est lui qui va s'occuper de la suite. Il va fabriquer les flèches empoisonnées. Tu ressembles beaucoup à ton papa. Oui, on est des copies conformes. C'est pas mon fils pour rien. Merci, Sarah, de me recevoir dans ta famille.
Ta maman, ton épouse et ton petit garçon, merci beaucoup. Vous êtes combien à vivre ensemble dans ce village? Je vis ici avec toute ma famille, tout ce côté-là. Et en tout, nous sommes une vingtaine. Orang Asli, ça veut dire homme de la terre, homme des origines. Est-ce que ça veut dire que, avec ta famille, vous essayez de préserver le même mode de vie que celui de vos parents, grands-parents, ancêtres? Si on vit dans la forêt, c'est parce qu'on ne veut pas abandonner nos traditions. La façon de vivre de nos ancêtres, de nos grands-parents, on ne veut pas oublier ça. Mais aussi parce que nous aimons la forêt. C'est beaucoup plus calme ici. Il n'y a pas de bruit, pas de perturbations, juste le chant des oiseaux. Donc Dôme, tout ton travail, tes photos, elles servent à garder une trace de ce mode de vie qui pourrait disparaître avec le départ des jeunes vers les villages et vers les villes. À cause du monde moderne, leur mode de vie est en danger et disparaît lentement. Au final, mes photos sont là pour garder une trace de leur culture. Il va essayer de chasser un oiseau avec la sarbacane. Là-haut. Ça part loin. Avec ça, on chasse également des animaux plus gros, comme le cerf. Tu mets la flèche là. Ok, la fléchette est dedans. C'est à moi. Tu la mets dans ta bouche et tu pointes vers le haut. Très fort. C'est ça. Je ne vois pas les oiseaux. Je vais y aller au son. Oh. Tu as tiré sur cette branche. J'ai touché quelque chose? Une feuille? T'étais pas loin pourtant. Ce soir, il y a salade au repas. Bravo, tu es une vraie Orang Asli. Oh, terima kasih. Sarah, vraiment merci beaucoup pour ton accueil au village. J'ai vécu un moment magique. J'ai ajouté la poche intérieure. Oh, tu as déjà mis le logo de la marque. Chouette. C'est tissé à la main par des femmes de Sarawak à Bornéo. Et on a rajouté ces éléments de cuir. Avec cet ajout de cuir, cela augmente la valeur du produit et aide les communautés à gagner plus d'argent. Tous les produits du magasin sont faits ici, en Malaisie, et ils sont produits par différentes communautés dans le besoin. Cela peut être des femmes marginalisées, mères célibataires, femmes indigènes, des réfugiés. Comme beaucoup de Malaisiennes de sa génération, Sasibai est une entrepreneuse. Elle a créé cette société solidaire pour soutenir ces différentes communautés. Elle aide à la commercialisation et la promotion de ses artisanats. Je travaillais dans la finance. Je travaillais à New York, à Londres. Je ne faisais que rendre des gens riches, plus riches encore. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui sont dans le besoin et ne reçoivent aucune aide. Et je me suis dit, si je devais mourir soudainement en voiture, par exemple, est-ce que je serais satisfaite de la vie que j'ai menée? C'est pour ça que j'ai lancé ce projet.
Sasibai se rend à Pulau Kare, un village où vivent des membres de la tribu indigène Mameri, un peuple nomade de la mer aujourd'hui privé de son habitat naturel. Dans le village de Cheikh Koyob, ils font aussi du tissage. Mais je leur ai montré ce que vous fabriquez ici. Ensuite, je leur ai dit que leur qualité, franchement, c'est pas encore ça. C'est parce que leurs ancêtres n'avaient pas vraiment la pratique ni la tradition du tissage. Ces femmes produisent ces tressages à partir de feuillages qu'elles colorent elles-mêmes. Grâce à l'aide de Sasibai, leur commerce a pris une toute autre ampleur. C'est un vrai apport d'argent. On n'est pas à court de commandes. Son action est une aide précieuse et nous apporte de vrais revenus. Nos efforts comptent vraiment, parce que l'artisanat fait partie de notre culture. Mais avant, c'était surtout les hommes qui étaient mis en avant, notamment grâce à leur artisanat des masques sculptés en bois. Kak Masna connaît un grand succès. Elle voyage désormais à l'étranger pour exporter la culture Mahmeri. Un vrai rôle modèle pour les plus jeunes. Il y a une petite fille qui a dit à sa grand-mère qu'un jour, elle deviendrait Masna. Elle sera aussi belle que moi, avec autant de style que moi, et voyagera un peu partout comme je le fais. Par contre, les hommes, ça ne les intéresse pas vraiment. On s'est déjà montré au monde entier, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Nous cherchons à développer ce genre de leadership pour que les femmes puissent s'assumer seules et ne soient pas exploitées par de tierces personnes. Kak Masna est célibataire parce que son mari n'appréciait pas du tout son succès. Donc il l'a quittée. Il y a parfois un prix à payer par les femmes pour détenir ce genre de responsabilité. C'est super que tu aies autant de commandes. Tu devrais peut-être augmenter un peu les prix. Bon, merci, à bientôt. À l'est du pays, dans le Kelantan, les femmes sont aussi aux affaires. Les échoppes du marché de Siti Khadija, à Kota Baru, en sont témoins. Elles sont quasiment toutes tenues par des femmes, comme Nour Shamira. Tu veux ces étiquettes? Ce sont les nouvelles. Son mari travaille parfois au marché. D'après lui, aucun doute sur la hiérarchie. C'est elle le boss. Moi, je suis l'assistant. Les femmes sont aux responsabilités. Les hommes suivent maintenant. Combien tu en veux? 10 ou 20. 20, c'est ça? Au début, je suivais ma mère. Petit à petit, j'ai appris avec elle et avec ma grand-mère, paix à son âme. Et ça continue encore aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Je me rappelle que ma grand-mère gérait déjà la vente. Elle faisait du commerce et de l'agriculture. On utilisait les récoltes de la ferme pour vendre au marché. Nour Shamira possède désormais plusieurs boutiques. Elle se rend dans l'une d'elles, gérée par Esha, sa fille. Ma mère est un modèle pour moi. Donc, si elle a réussi, je me dis que moi aussi, je peux y arriver en suivant son exemple et en reprenant ses affaires. Les femmes au Kelantan, elles bossent dur. Elles aiment ça et elles gagnent leur propre argent et se créent leur patrimoine comme ça. Elles ne comptent sur personne, ni leur mari, ni qui que ce soit, et elles savent se débrouiller toutes seules. Indépendante. Oui, indépendante. Dans l'entreprise et même en politique, les femmes de Malaisie prennent une place grandissante dans la société contemporaine du pays et lui offrent un nouveau visage.
Sabine. Bonjour, bienvenue Sabine. Merci Kaël. J'espère que tu as fait bon voyage. C'était très bien. Ah waouh, je suis très heureuse de découvrir la mer de Chine et surtout les merveilles qu'elle recèle. J'ai hâte de te montrer notre travail et notre île aussi. C'est vraiment un privilège de rencontrer une scientifique plongeuse qui contribue non seulement à la préservation mais surtout à la rénovation des coraux. Ce que vous faites, c'est super important. Oui, nous faisons tout ce qu'on peut parce que les coraux dans cette région sont en train de disparaître lentement. Les coraux dans le monde entier se dégradent et nous devons faire de notre mieux pour les protéger. Notre organisation a été créée en 2021. Notre objectif est de concentrer nos efforts sur la restauration de l'île de Langtenga. Nous avons fait beaucoup de travaux et de recherches scientifiques depuis 2017 pour essayer de trouver la meilleure façon de restaurer la nature sur l'île. Chaque année, entre novembre et février, nous avons ce qu'on appelle la mousson. C'est là où les vents et les courants sont les plus violents. On voit beaucoup de coraux brisés et échoués sur le rivage. Donc nous faisons notre maximum pour les sauver. Si on les laisse dans le sable, ils vont être recouverts et ils vont finir par mourir. L'idée, c'est de leur donner une chance de survivre en les retirant du sable et en les replantant en mer sur des structures métalliques. Voici le genre de structure métallique que nous installons sous l'eau. On attache les coraux sous l'eau sur la structure avec des petits colliers de serrage. Tu poses le morceau sur la barre et tu fais attention à serrer le collier vers le bas. Donc je le mets comme ça, bien sur la structure et le nœud vers le bas. Notre objectif est de maintenir la richesse des côtes et des plages de cette île, tant pour les touristes que pour la biodiversité et la pêche locale. Parce que grâce aux coraux, on a des poissons, donc de la nourriture, et aussi une barrière de protection de la côte contre l'érosion. En 2023, nous avons fait des tests en aquarium pour trouver les coraux les plus résilients, pour les faire repousser dans notre nurserie en pleine mer. Et on a commencé à les réintroduire de plus en plus dans la nurserie. Puis peu à peu, ils grandissent et reconstituent la barrière de corail. C'est un peu comme un jardin en mer, je dirais. Ce sont les nouvelles nurseries qu'on va installer ensemble aujourd'hui. Après ça, je te montrerai celles qui sont installées depuis plus longtemps. Les nurseries sont juste là, juste derrière toi, à environ 12 à 15 mètres. On se retrouve en bas? Bon voyage! Quel travail! Il nous a fallu 3 mois pour tout installer et mettre les coraux dessus. Aujourd'hui, on fait le nettoyage, on les mesure. C'est beaucoup de travail.
Et vous avez 70 plateformes pour accueillir les bébés. Oui, plus 4 nouvelles aujourd'hui. Donc maintenant, ça fait 74. Wow. Très bien. Félicitations. À quel âge vous pouvez les sortir des berceaux pour les planter ailleurs? On les laisse grandir en nurserie pendant au moins 1 an. Une fois qu'ils sont à 20 cm de longueur environ, on va dire « Ok, c'est bon » et on les redépose sur la barrière de corail. Donc il faut savoir être patient. Oui, très. Mais quel chouette spectacle! Ça fait vraiment plaisir de voir ce jardin qui fleurit, plein d'animaux. Ça fait plaisir. Et Nemo est de retour dans l'eau. C'est génial. Kaël, je voulais te remercier pour cette incroyable journée de découverte. Merci de nous avoir donné un coup de main et d'avoir partagé notre quotidien. Nous essayons de préserver les richesses de cette île. C'est surtout pour les générations futures. Je voudrais que dans l'avenir, ils ne voient pas les coraux dans un casque de réalité virtuelle. Je veux que les gens puissent expérimenter sous l'eau les choses avec leurs propres yeux. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette vocation et cette passion. Et chin. Congratulations. Thank you so much. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Le meilleur moment de la journée, une noix de coco à la main. Le waouh reste difficile pour les enfants. Ils sont plus à même d'apprendre avec des cerfs-volants classiques. Moi, la première fois que j'ai essayé, j'ai réussi à faire voler le waouh du premier coup. Alors que je n'étais pas encore un expert. J'étais vraiment très fier de moi. Anwar fabrique des waouh, les cerfs-volants traditionnels de Malaisie, un des symboles nationaux. Aujourd'hui, quand je vois les petits jouer, je me dis que c'est formidable que les enfants sachent fabriquer leur propre waouh sans m'en acheter. Cela ne me met pas en colère. Au contraire, je suis fier qu'ils soient prêts à apprendre et à les faire eux-mêmes. Artisan depuis son plus jeune âge, il a appris avec l'un des plus grands du pays, son papa, aujourd'hui disparu. Anwar a donc pris la relève dans la galerie Waouh Pak Sapi et Fils. En tant que professionnel, nous devons toujours conserver un état d'esprit positif. Mon père avait l'habitude de dire que si on est de mauvaise humeur pendant la création du waouh, laissons-le de côté. Sors, va boire un verre ou va manger au mamac.
Ceci est le Wahou Bulan, le cerf-volant lune. Un hommage au cycle lunaire du calendrier musulman. Pour ce Wahou Bulan, voici la forme typique. Il peut parfois y avoir des variations de taille, mais les contours restent les mêmes. Qu'importe qui le construit, il y aura toujours un croissant de lune, une pleine lune et une demi-lune dans son design. Une œuvre de papier dont le nombre de couches superposées et la complexité des motifs découpés donneront du prestige au Wahou. On va faire quelques ajustements. Le motif influence beaucoup de choses. Par exemple, le petit modèle comme celui-ci est simple et ne comporte pas beaucoup de couches. Ce grand-là a de nombreuses couches et les motifs sont très fins. Ce type de Wahou prendrait beaucoup de temps à fabriquer. Tandis que le petit, je peux peut-être le terminer en une seule journée. Ces heures de patience ont un coût. Les Wahou danois peuvent coûter plusieurs centaines d'euros. Certains diront « c'est tellement cher », alors que le capital de base est de 1 euro. Ils regardent le prix de la matière première, pas celle de notre art, de notre temps. Si vous parlez de capital, bien sûr que ce n'est pas cher. Le papier ne coûte que 10 centimes. Des objets d'art si précieux que les plus élaborés ne voleront que très peu par peur de les abîmer. Un autre art malaisien permet de donner une voix au papier. Le wayang kulit, ombre de peau. Un spectacle de marionnettes en théâtre d'ombre. Tintoy a créé son propre studio de création à découvrir dans sa galerie de Kuala Lumpur. Cet art est venu de l'Inde, il y a environ 2000 ans, et s'est propagé dans toute l'Asie du Sud-Est. Et chaque pays l'a adapté à sa propre culture. Donc pour le style malaisien, on a ajouté à cette marionnette une arme dans la main, comme pour ce démon-là. Le dalang, le marionnettiste, donne vie à des épopées indiennes ponctuées de croyances et de mythes locaux. Tintoy cherche à moderniser la tradition. Fan de pop culture, il a apporté de nouveaux héros. Par ici, c'est la partie fusion. Ici, on a la guerre des étoiles. Et par ici, les super-héros de DC Comics. Batman, Wonder Woman, Superman. Les plus populaires. Aux yeux de Tintoy, passionné de la guerre des étoiles, le plus populaire dégage une force obscure. C'est Dark Vador, mais nous lui avons apporté quelques éléments de l'identité malaisienne. Vous voyez cette main, une main de guerrier. Il porte bien entendu son sabre laser, mais aussi le sarong, le costume traditionnel. Quand nous faisons cette adaptation, nous cherchons à préserver cet art tout en allant de l'avant. En faisant cela, au premier regard, tout le monde comprend. Oh, c'est Dark Vador! Donc si cela peut attirer les plus jeunes vers cette culture ancienne, c'est une très bonne chose et c'est ce que nous recherchons. Ancrés dans le paysage malaisien, le wayang kulit et le Wahou sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces arts donnent vie au papier et noircissent désormais les pages des livres d'histoire. Ici. Là, là. Ah oui, là. La bouteille, là. Ok. C'est la dévastation, cette plage. Oui.
Kokti, pourquoi est-ce que vous nettoyez la plage? Pourquoi vous ramassez les bouteilles en verre? Parce que je m'inquiète pour les gens qui viennent sur la plage. Ils veulent profiter du sable, mais ils peuvent se couper la main ou le pied. C'est dangereux, tu comprends? Quand tu fais quelque chose pour les autres, tu te sens une meilleure personne. Oui. Je ne demande pas aux gens de me dire « T'es charitable ». Non, je ne suis pas charitable. Je le fais seulement pour Allah. Car Allah voit tout. D'accord. Depuis quand vous nettoyez la plage? Ça fait 20 ans. Et avant de nettoyer les plages, qu'est-ce que vous faisiez? J'étais dans l'armée. Ok. Tu n'étais pas encore né. Je suis rentré en 1962 jusqu'en 1975. D'accord, vous avez 80 ans. Oui, et j'aime la vie. Regarde, il y a une autre bouteille ici. Il n'y en a pas plus de 20 dans le sac? Non. D'habitude, je transporte 50 à 60 bouteilles par jour. Ah, mais c'est pas possible. Ok, madame. Oh, regarde. Le programme est pas mal. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme. Un Malaisien et une Française. Ils arrivent sur la plage et ils la nettoient. Je vois bien que c'est chez vous. Bienvenue au musée de la bouteille. C'est la Bottle House récoltée avec amour. J'ai même fait une fontaine avec les bouteilles. Vous avez fait ça tout seul? Oui, tout seul. Waouh! Beaucoup de gens ne me croient pas. Entre, Sabine, et regarde bien. J'ai un très beau tapis. J'ai trouvé 2 bouteilles avec des lettres à l'intérieur. Celle-ci vient de Chine. Incroyable! Celui qui a jeté cette bouteille à la mer nous demande de la renvoyer jusqu'à Doha pour sa famille qui vit là-bas. Il a écrit que les hommes doivent vivre en paix, sans distinction de couleur et de race. Dans celle-là, la lettre a pris l'eau. On ne peut plus la lire. Mais comment je sais qu'elle vient d'Hawaï? Regarde, on distingue encore le mot aloha. Oh, ça vient de Polynésie. Aloha, ça veut dire bonjour en polynésien. Donc, cette collection a un sens. Elle veut dire que, de la même manière que chaque humain a de la valeur, vous estimez que chacune de ces bouteilles a sa valeur. Oui. Car pour moi, chaque bouteille a sa propre personnalité, sa propre forme. Aucune n'est identique, comme les êtres humains. Nous sommes un seul peuple, mais avec des visages différents, des nez différents, des yeux différents. Chacun d'entre nous est unique. Alors, ceci est votre œuvre d'art et elle traduit votre philosophie. Oui.
Rabiatou. Bonjour. Sabine. Ravie de te rencontrer, Sabine. Merci beaucoup de m'accueillir dans les jardins du magnifique musée de Terengganu. Jardins dans lesquels, si j'ai bien compris, toutes ces maisons en bois magnifiques sont d'anciens palais royaux reconstruits ici. Oui, ici c'est comme un musée vivant. Le palais à côté de nous date de 1904, il y a très longtemps. On est dans le palais Tengkulong, qui a bâti ce lieu pour sa femme bien-aimée en signe d'amour. Voici les chambres. Une chambre à coucher de chaque côté. Maintenant, laisse-moi te montrer la salle à manger. Et je vois que tous les murs, le toit, tout est en bois, tout est fait main. Oui, exactement. Ça, c'est un orchestre de gamelan. Ce sont les instruments de musique très anciens. La musique était jouée pour le roi et la reine pour s'endormir. Dès qu'ils allaient se coucher, les musiciens se mettaient à jouer. Je suis un peu comme une princesse, alors. Tu as raison. Tu peux sentir cette musique entrer dans ton corps. Eh oui. Wow, bravo! Rabiatou, c'est bientôt la fin de mon voyage. Je voulais te remercier, toi et toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de ce périple en Malaisie. Je suis très impressionnée par ce tout petit pays qui offre tellement de visages différents. Le visage d'une grande ville, Kuala Lumpur, avec ses tours, sa vie moderne et ses quartiers populaires. Le visage de la côte orientale de l'état d'une Terengganu, un visage très religieux, très pieux, très respectueux des autres et de la nature. Le visage de la jungle, avec des gens très attachés à leurs racines, à leurs traditions. Et surtout, ce qui est très étonnant, c'est que malgré la diversité des lieux, malgré la diversité des cultures, il y a une chose qui se retrouve partout, de ville en île et à travers la forêt, c'est la légendaire hospitalité malaisienne qui n'a donc rien de légendaire. Et vraiment, merci pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis une prochaine fois, tu peux venir avec ta famille ou tes amis pour vivre une autre expérience. Je sais que je suis loin d'avoir tout découvert, mais je reviendrai avec plaisir.